Donc le prochain intervenant est Gabriel Dort. Quelques mots pour le présenter pendant que tu mets le PowerPoint en place. Donc Gabriel Dort est doctorant en philosophie. Le titre de la thèse sur laquelle il travaille actuellement est ce que le transhumanisme veut dire, implication épistémique, éthique et environnementale du transhumanisme. Cette thèse est co-dirigée par le professeur Dominique Bourde de l'Université de Lausanne et professeur Bernadette Binsaud-Vincent de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Je te laisse la parole. Oui. Voilà, alors bonjour. Merci en particulier aux organisateurs et spécialement à Martin pour cette invitation. J'avoue que pour un provincial que je suis, parler dans des lieux comme celui-là, c'est quelque chose d'assez impressionnant. Donc, Martin vous l'a dit, ce titre que j'ai proposé, ce que le transhumanisme veut dire, qui fait un peu ronflant quand même, c'est la première partie du titre de la thèse qui est en cours entre Lausanne et Paris. Et où l'idée, c'est d'analyser ce mouvement que David a... Je remercie aussi David pour cette présentation très, très généreuse. Donc, mon idée, c'est de faire parler le transhumanisme en faisant voir ses implications éthiques, épistémiques et environnementales, en gros. Ça, c'est le projet du travail général. Alors, pourquoi le faire parler ? Donc bien sûr, cette phrase, ça ne vous a pas échappé, c'est un clin d'œil à Pierre Bourdieu, mais ce n'est pas qu'un clin d'œil, puisque je reprends cette intuition fondamentale, à mon avis, qui consiste à voir dans les cas de rupture, ou, alors dans des termes plus sloterdijkiens, dans les exagérations, des indications précieuses sur ce qui sont nos routines et nos implicites. Et par là, ce que je veux dire, c'est que le transhumanisme, c'est vraiment mon hypothèse de travail principale, parle beaucoup, c'est vrai, il produit beaucoup de discours, il fait des mises en débat, il fait de la promotion, il donne beaucoup d'interviews. Enfin, vraiment, le CA de l'AFT ne compte pas ses efforts pour répondre à toutes les sollicitations, ça, je peux en témoigner. Mais il en dit également un peu plus, je pense, et je pense que ce message transhumaniste déborde un peu de son discours, parfois peut-être même un peu à son insu, mais c'est pas très grave. Et où les discours, en gros, ce que je veux dire par là, c'est que les discours transhumanistes, j'insiste sur le pluriel, j'y reviendrai, ont une fonction sociale qui intervient dans le grand jeu des valeurs, des représentations et des normes. Alors juste pour donner le ton, quelques exemples de ça. Donc au-delà, il y a évidemment, je suis victime comme tout le monde d'un effet d'optique du chercheur. Dès que je vois transhumanisme, j'ouvre mes radars. Mais il n'y a pas que ça, et c'est pas David ou les membres de l'AFT qui me contrediront. Grosse couverture médiatique. Grosse couverture médiatique. Je vous donne 3 exemples que j'ai choisis assez diversifiés, qui couvrent assez bien le champ, depuis la sage augmentation de la durée de l'espérance de vie grâce au progrès scientifique, jusqu'à la singularité, justement singularity, point de bascule annoncé en particulier par Ray Kurzweil aux États-Unis, ou point de bascule de fusion de l'humain avec l'intelligence artificielle. Après, on ne sait pas ce qui se passe, mais c'est vraiment un point, ça vient de l'astronomie, c'est voilà. Paradigm shift. Premier exemple, Figaro Magazine. Quand même, c'est pas les plus technophiles d'habitude, me semble-t-il. 10 pages, vivre 130 ans, l'incroyable révolution de la science. Voilà, donc avec ce continuum, justement, réparation, augmentation. Le Monde, édition du week-end 5-6 septembre 2010, l'éternité ne peut plus attendre. En fait, c'est principalement un reportage en Californie. Voilà. Alors bien sûr, les journalistes aiment bien prendre un peu d'avance sur la courbe du hype dont David vous a parlé, mais il n'en reste pas moins que ces contenus en fait, contribuent à diffuser un questionnement assez basique qu'on peut résumer comme ça, c'est qu'est-ce qu'on doit faire de l'humain quand on peut faire de plus en plus de choses. Et d'ailleurs, la reprise
Bon, ça c'est la blogosphère, mais la reprise des articles et la reprise des billets sur des blogs, par exemple Transhumanistes, etc. Récemment, Marc Roux, le président de l'AFT, a donné une interview à l'AFP qui a été reprise sur un nombre incalculable de médias. Donc il y a une diffusion comme ça qui à mon avis, qu'il faut quand même, qui est pas anodine. Et là, ça, bon, c'est quand même un peu mon préféré. Time Magazine, gros tirage mondial, 5,5 millions d'exemplaires. Ça, c'est justement la singularité qui est prévue pour l'instant pour 2045. Bon, FM 2030, c'est parce qu'il prévoyait que c'était en 2030, donc il y a 2-3 petits soucis de timing, mais pardon. Voilà. Et le fameux Ray Kurzweil, justement, qui est vraiment le ténor de cette version hardcore, alors qui est vraiment de loin pas partagée par tous les transhumanistes, mais de la singularité. Alors en parallèle à cette, et on vient de le voir déjà tout à l'heure, en parallèle à cet intérêt notamment médiatique, on a de nombreuses et souvent virulentes critiques qui sont adressées au transhumanisme. Et maintenant, de la philosophie française, on peut citer donc ce qui est perçu alors comme un risque très grave symbolique de scission de l'espèce humaine en 2 sous-espèces, dont David parlait tout à l'heure. Des références comme par exemple Dominique Bourg et Alain Papeau dans plusieurs articles. Le creusement des inégalités provoquées par le progrès technologique, dont Madame vient de parler tout à l'heure. Le déni de la finitude humaine, un refus insensé de la nature corporelle et mortelle de l'homme. Alors, il y a le livre de Jean-Claude Guibaud, La vie vivante, qui a fait beaucoup de bruit, et puis alors déjà plus ancien, que 2009, je crois, 2008, le fameux livre de Jean-Michel Beignet, Demain les post-humains. Mais alors de manière plus diffuse, en fait c'est là où je veux en venir, il y a une critique qui est adressée aux tenants du transhumanisme. C'est quelque chose qui revient très souvent quand je parle avec mes collègues philosophes, sociologues, anthropologues, ou mes amis, ou toutes sortes de gens. Et en gros, je pourrais se résumer ça comme ça. La critique, c'est de dire, ces gens sont des optimistes béats, ils se laissent bercer par les effets d'annonce médiatiques, effets d'annonce dont on sait très bien qu'ils ne servent qu'à gonfler les budgets de recherche. Et là, vous avez une pile énorme de travaux en sociologie des sciences autour de cette question des promesses technologiques et de leur effet, disons, auto-réalisateur, comme ça. J'ai aussi eu l'occasion de m'entretenir avec des directeurs de labos CEA Minatech à Grenoble qui déclarent spontanément, sans qu'on vienne les chercher, que oui, bon, il y a des progrès qui sont faits sur le plan expérimental, par exemple en nano, en biotechnologie, mais alors on est très loin des applications annoncées comme à venir incessamment sous peu. Voilà. Donc, bon, moi, ça ne m'intéresse pas de savoir qui a tort et qui a raison. Hein. Vraiment, j'insiste beaucoup là-dessus. J'essaie de voir un petit peu comment ça marche, tout ça. Donc, en un mot, et c'est un mot qui revient très souvent, les transhumanistes sont des naïfs. Bon. Alors, moi, ce mot naïveté, c'est un mot qui m'intrigue depuis très longtemps. Et puis, c'est notre boulot, quoi. Je suis allé voir un peu ce qu'il veut dire. Donc la définition classique, hein, premier, alors 1, originaire, natif, bon. 2, un sens 16e siècle, un peu vieilli, qui représente bien la chose telle qu'elle est. Ensuite, un peu plus tard, on a plein de confiance et de simplicité par ignorance, par inexpérience. On a aussi qui exprime par ignorance des choses simples que tout le monde sait. Et puis, un peu plus tard, qui a d'une crédulité, d'une confiance irraisonnée et quelque peu ridicule. Littré dit à peu près la même chose. Et puis, je suis allé pêcher aussi dans mon vieux dictionnaire de l'Académie, tout poussiéreux, plutôt en fait milieu 19e, un sens supplémentaire qui dit par un excès de simplicité ce qu'il aurait intérêt à cacher. Alors, cette définition est passablement riche, en fait, et assez complexe si on regarde de près. Et moi, cette notion, je vous dis très franchement, cette notion de confiance imprudente, elle m'interpelle, et pour être tout à fait honnête, elle me touche pas mal. D'autant qu'elle fait signe vers une autre, qui, elle, alors une grande histoire philosophique, c'est la notion d'utopie. Histoire pour le meilleur et pour le pire, d'ailleurs. Alors, utopie, bon, j'ai cherché une définition comme ça, j'avais plein de bouquins autour de moi, j'ai pioché un peu au hasard. Thierry Pacaud,
petit bouquin qui a eu beaucoup de succès chez Repères Découvertes, qui s'appelle Utopie et Utopie, ce que je vous recommande, c'est vraiment un délice. Je cite, « L'utopie n'est jamais désincarnée. Elle trouve en des hommes et des femmes des expérimentateurs, pas des cobayes, convaincus, dévoués, généreux, qui vont s'efforcer de construire, au sein de la société qu'ils condamnent, un havre où tenter de vivre autre chose autrement. » Alors, je rappelle juste en passant que Thomas More, déjà l'inventeur du terme 1516, signale que ce néologisme, et surtout quand on le prononce en anglais, joue sur un double sens, disons sonore, double sens de pays qui n'existe nulle part, utopie, et de meilleur des mondes, utopie, utopia. Donc la dimension de réalisation concrète qu'on cherche souvent à coller à l'utopie comme une casserole de l'histoire est en fait assez abusive souvent. Et pour atténuer le bruit de ces casseroles, pour être plus précis, je pense qu'on pourrait parler plutôt de contenu utopique de certains discours, qui sont parfois pas que utopiques, mais enfin qui ont cette force, j'ai envie de dire ce cœur de réacteur. Alors, bon, il y a une forte dimension d'innovation sociale dans l'utopie que j'aurais pas tellement le temps de creuser ici, mais qu'il faut garder un peu à l'esprit. Et puis je reviens à cette naïveté. Une naïveté que j'ai envie de prendre au sérieux, d'admettre, pourquoi pas, dans les minutes qui me restent, que les transhumanistes sont des naïfs. Et puis de voir, mais qu'est-ce que ça peut bien faire, cette histoire-là. Donc si je devais donner un sous-titre un peu prétentieux, encore plus prétentieux à mon intervention, ça serait un peu variation naïve. J'ai essayé de tourner un petit peu autour un peu en 3 étapes, autour de cette naïveté supposée ou réelle, là aussi peu m'importe en fait, des transhumanistes. Et puis c'est comme ça que je voudrais essayer d'adresser la problématique du colloque. Et puis si vous ne comprenez pas où je veux en venir, c'est pas grave, continuez, ça viendra, mais ne cherchez pas à comprendre trop vite, disons. Alors je vais faire des observations plutôt sous la forme de carnet de terrain un peu, puisque de manière générale, je fais partie des gens qui tentent ce difficile exercice, difficile pour un travail à vocation philosophique en tout cas, de se tenir au plus près possible des transhumanistes eux-mêmes pour faire voir la dynamique de leur mouvement, puisqu'il me semble que ces gens-là ont des choses à dire, des choses qui dans d'autres contextes que ceux dans lesquels ils s'expriment habituellement sont encore parfois difficilement audibles. Une audibilité réduite qui peut avoir plusieurs causes. L'ignorance, donc l'intervention de David et d'autres interventions de l'AFT sont là pour tenter d'y pallier. Une gêne, souvent, et encore plus souvent un rejet radical. Et c'est plutôt sur cet aspect que je vais m'appuyer pour aller de l'avant, en essayant de recréer un peu le contraste. Pour le dire avec Isabelle Stengers, recréer la scène où s'affrontent des conceptions de l'homme et de sa capacité d'action sur la nature, recréer une scène pour essayer de mieux comprendre les modalités du combat et peut-être ses causes. Et donc essayer de procéder par aller-retour en fait entre le terrain et des appareillages conceptuels pour garantir une interprétation ascendante plutôt que de plaquer a priori des grilles d'interprétation. Donc là, c'est Bernadette Benso de Vincent et son équipe qui ont appelé ça la philosophie de terrain. Et nous sommes au moins 2 représentants du CEDCOPRA ici, je crois. Encore une petite remarque de prudence. Je vais souvent devoir parler du transhumanisme en général, mais je souligne encore une fois, après David, que le transhumanisme en fait n'existe pas. Il y a des transhumanismes avec parfois des divergences très fortes, à tel point qu'un des membres actifs de l'AFT m'a dit un jour, peut-être avec une pointe de regret, il y a autant de transhumanisme que de transhumanistes. Mais parfois, je pense que ces différences ne sont pas si fortes, faudrait regarder plus en détail, mais c'est peut-être des modalités différentes sur un fond commun. Bon alors, confiance, simplicité, imprudence au risque du ridicule. Confiance en quoi? D'une manière ou d'une autre, c'est une confiance dans le progrès technologique. On l'a vu tout à l'heure. Confiance plus ou moins aveugle, plus ou moins euphorique, plus ou moins attentive aux risques. Certains transhumanistes, dont Nick Bostrom, que David a mentionné, qui développent tout un travail sur ce qu'ils appellent les risques existentiels et qui soulignent régulièrement, je cite Nick Bostrom, le transhumanisme n'entraîne pas l'optimisme technologique. Mais globalement,
c'est le progrès technique qui doit permettre à l'humain de s'améliorer, de se modifier, ou pour reprendre les termes il n'y en a pas en fait, mais de la plaquette de présentation de l'AFT, accroître l'espérance de vie en bonne santé, développer ses facultés cognitives et sensorimotrices, mais aussi se rendre plus apte à jouir de sa liberté et du bonheur au sein d'une vie sociale plus harmonieuse. C'est ça le plan. Donc un progrès technologique qui est vu comme chargé de promesses et qui, en gros, repose sur deux bases dans la littérature scientifique, deux bases âprement discutées, mais qui, de toute manière, ont une grande efficace dans les projets de recherche et dans les investissements publics et privés. En premier lieu, donc, la convergence NBIC, dont David vous a déjà un peu parlé. Voilà, on pourrait parler pendant des heures, mais je vais essayer de ne pas être trop grossier. Une date clé pour l'ouverture de ce grand chantier de convergence scientifique, annonçant la possibilité de connaissance-action en fait, sur les plus petites unités composant la matière, molécules, gènes, bits, neurones, à l'échelle nanométrique, une échelle où les lois de la physique, semble-t-il, ne permettent plus vraiment de distinguer le vivant et l'inerte. Donc on peut imaginer, c'est des scénarios qui sont élaborés, d'informatiser les gènes ou de biologiser l'informatique, par exemple. C'est une situation qui déplace fortement, voire qui brouille, enfin qui met en danger les distinctions auxquelles on est habitué entre la nature et l'artifice. Alors la date clé, c'est le rapport co-dirigé par Rocco et Bainbridge, qui s'appelle Converging Technologies for Improving Human Performance, qui est une commande conjointe de la National Science Foundation, donc si vous voulez je ne sais pas comment ça s'appelle ici, le FNS ou des trucs comme ça, et du ministère du Commerce, qui est publié en 2002. Qui a un effet encore, on ne peut pas parler de NBIC sans parler de ça. Et puis vous avez cette illustration très célèbre de, voilà, qu'est-ce que c'est, qui est voilà, dans l'introduction et qui est reprise partout. Deuxième base scientifique, avec ou sans guillemets, la loi de Moore, ça, quand même, qui constate et prédit, c'est important, qu'à coût constant, la taille des microprocesseurs diminue de moitié et leur puissance double tous les 18 mois. Même selon Ray Kurzweil, chaque année. Encore une fois, encore plus, c'est une thèse qui est très discutée, y compris parmi les ingénieurs et les industriels, mais qui en même temps inspire beaucoup d'acteurs. C'est un peu obscur, donc encore une fois, peu importe qu'elle soit vraie ou fausse. Et voilà, cette loi de Moore de croissance exponentielle du progrès technologique, bon, alors là, je suis assez content, parce que c'est des deux diapositives qui ont été transmises par M. Kurzweil lui-même. Le problème, c'est qu'il n'y a pas que la courbe du progrès technologique qui est exponentielle. Et vous prenez à peu près n'importe quoi, consommation de ressources, impact sur la biosphère, disparition d'espèces, mais aussi PIB mondial, la population, le tourisme, la consommation de papier, le nombre de McDonald's, tout est exponentiel. Et vous avez une armada d'écologistes, de philosophes, etc., qui tirent la sonnette d'alarme sur cette question depuis des années. Donc impact, pression sur les ressources, rejet de substances polluantes, tout est sérieusement exponentiel. Des environnementalistes qui, je suis bien placé pour le savoir parce que je les fréquente quotidiennement, en tout cas certains, qui souvent détestent, mais alors détestent le transhumanisme. J'ai bien dit le transhumanisme, puisque dans ces contextes, les nuances entre transhumaniste et au singulier ou au pluriel, apparemment, n'importent pas énormément. Alors, en écologie, le progrès technique, ça donne ça. Hein. Et puis, pour caricaturer l'inverse, d'un point de vue technologique, ça donnerait ça. Donc, foutez une claque dans la gueule de la nature. De toute façon, on est plus fort qu'elle. C'est une publicité qui n'est pas si anodine en fait, puisque là je vais essayer de faire un pas supplémentaire avec une nouvelle hypothèse qui consiste à dire il n'y a pas que les transhumanistes qui sont transhumanistes. Ce qui donne lieu parfois à des malentendus assez pénibles. J'ai souvent parlé de ça avec les membres du conseil d'administration de l'AFT, qui parfois se reconnaissent complètement dans certains écrits et contactent leurs auteurs et se retrouvent face à des fins de non-recevoir parfois assez sèches. Alors je prétends pas régler ce conflit maintenant,
Loin de là, mais c'est intéressant de voir que quand on élargit un peu la focale, on s'aperçoit qu'au fond, dans les idées, dans les espoirs, dans les désirs, beaucoup d'acteurs peuvent se retrouver en fait. Et donc mon hypothèse, voilà, j'y reviens, c'est que le surgissement des projets transhumanistes, des rêves, des promesses qui les accompagnent, n'est pas uniquement lié à un certain état d'avancement des sciences et des techniques, donc de ce qui est possible de faire techniquement, mais peut également être lu comme une réponse à ce qui apparaît de plus en plus clairement comme une crise des valeurs et des représentations, ces valeurs qui ont fait le succès de la société industrielle occidentale, au premier rang desquelles trône le progrès comme progrès d'amélioration de la vie, et valeurs qui, en plus, risquent sérieusement d'être remises en question par justement mes courbes exponentielles en noir et blanc, je n'ai pas trouvé plus joli, d'épuisement des ressources. Presque on nous dit. Donc un progrès qui devient de plus en plus contradictoire et conflictuel avec la finitude que un nombre incalculable de données nous traduisent. Et puis alors ce discours fort d'amélioration technologique vient de manière orthogonale à ça. Récemment, Peter Diamandis, qui est avec Ray Kurzweil le cofondateur de Singularity University, qui est une structure californienne largement financée par Google, hébergée par la NASA, qui est dédiée à l'étude et à la promotion du progrès technologique pour l'amélioration humaine. Conférence TED, hein. Bon, TED, c'est extrêmement, je sais pas si j'imagine que vous connaissez, mais c'est extrêmement important aux États-Unis comme lieu d'expression d'idées et de diffusion comme ça. Mais alors, vous pouvez tout avoir. Il n'y a pas de mainstream. Mais c'est une TED qui est intitulée Abundance is our future, et où il dit je ne suis pas en train de dire que nous n'avons pas nos problèmes, par exemple crise climatique, extinction des espèces, réduction des disponibilités d'eau et d'énergie. Oui, nous avons certainement ces problèmes, but ultimately we knock them down. Donc à la fin, on va les battre. Confiance, simplicité. On a des sérieux problèmes, ça c'est vrai, mais on va les abattre. Diamandis le dit, mais j'ai plusieurs exemples de patrons d'industrie ou d'ingénieurs ou de citoyens, enfin on pourrait les aligner, qui disent à peu près le même discours. Ce que je veux dire par là, c'est que les pensées transhumanistes en tant que promotion du progrès technologique pour améliorer l'humain dans toutes ses dimensions, est loin, très loin d'être que l'apanage de geeks ou de Californiens euphoriques, peut-être sous LSD, comme on a encore très souvent tendance à le croire et à le dire. Je préfère voir ces transhumanismes ces transhumanismes au pluriel comme des formes de réponse à une crise majeure des valeurs et des représentations. Et surtout l'expression d'une confiance dans la capacité d'affronter ces problèmes. J'ai pas dit, alors que l'écologie n'avait pas de proposition concernant la manière de sortir de l'ornière, ou du moins d'éviter le pire, mais c'est bien au contraire, mais elle pointe toujours les grandes difficultés de mise en œuvre. On voit à peu près ce qu'il faudrait faire, il faudrait réguler, il faudrait taxer, mais alors, en fait, ça marche pas. On a vu la taxe carbone en France, on voit la taxe carbone sur le marché aérien européen, ça marche pas. Et puis alors, parfois, dans un sens encore plus... Ça, c'était le 30 décembre dernier. J'ai été réveillé par plusieurs amis qui me disaient « T'as vu ça ?» Je disais « Quoi? Qu'est-ce que j'ai vu ?» Le Temps, qui est le journal de référence en Suisse romande, qui fait son numéro de fin d'année, donc 30, 31 décembre, 1er janvier, 2 janvier. Comme ça. Premier cahier, 12 pages. Sur l'amélioration technologique, bonne année 2022, hein, avec un robot. Donc comme une sorte d'antidote, un peu à la morosité ambiante, qui doit être pris au sérieux, vraiment en tant que tel. Et on a, voilà, ça c'est l'édito, le post-humanisme a commencé, et puis quelques morceaux choisis, un peu d'articles. C'est un cahier entier, vous pouvez le prendre comme ça avec vous. Donc l'utopie, il faut se rappeler que c'est une faculté d'invention d'un autre futur, c'est quelque chose d'assez sérieux ça. Et
Et une des composantes majeures de l'utopie, c'est la volonté de mise en pratique, de s'approprier le monde, d'y expérimenter de nouvelles voies d'action. Donc une sorte de, moi j'appelle ça une forme de pensée active qui, parfois là où on ne s'attend pas, opère une sorte de fusion entre la critique, l'imaginaire, la fantaisie et création de concepts, donc définition de la philosophie selon Deleuze et Guattari, pour tendre vers un ailleurs, mais un ailleurs qui généralement est ici et maintenant. Alors je descends encore d'un cran avec cette définition du naïf qui exprime des choses simples que tout le monde sait. Alors, David l'a dit, le transhumanisme se revendique de l'humanisme comme projet d'auto-éducation, d'auto-domestication, selon le terme osé par Peter Sloterdijk dans un petit texte qui a fait scandale, Règles pour le parc humain. Autodomestication de l'homme par lui-même. Alors voilà, c'est ça. Mais il semble que les moyens ont changé, et surtout que beaucoup sont décidés à ne plus laisser au hasard beaucoup de marge de manœuvre. Je cite Peter Sloterdijk dans justement des Règles pour le parc humain. L'être humain n'existe pas, mais il doit se produire lui-même. La direction de son devenir, ou plus exactement des trajectoires de son devenir, a été déterminée par des anthropotechniques jusqu'ici utilisées de manière plutôt inconsciente. Règles de parenté, règles de mariage, machines de guerre, techniques d'éducation, pratiques punitives, etc. À l'avenir, elle sera le thème de politiques anthropologiques et biologiques qui ne seront plus aussi inconscientes que cela. Alors, voilà, après... Donc l'homme opérable, jusque dans sa biologie la plus intime, est quand même une nouveauté du XXe siècle. Le transhumanisme fait d'une certaine manière la synthèse entre cette nouveauté de l'homme opérable et la culture ancienne du progrès humaniste, et introduit quelque chose d'assez nouveau qu'il faudrait analyser plus en profondeur, que je devrais analyser plus en profondeur avec des lectures. Quelque chose de nouveau par rapport à l'humanisme traditionnel. Et Max More, que finalement David, je crois que tu n'as pas cité, un des fondateurs du transhumanisme américain, dans un texte assez fameux, assez hardcore aussi, qui s'appelle Principe extropien 3.0, il parle des humanistes comme des cousins intellectuels. Donc, la technique a permis à l'humain de s'émanciper, dit Sloterdijk, s'émanciper de quoi? De la nature, de ses contraintes, de ses menaces, de ses difficultés. Une technique au sens large qui lui a permis de se développer en tant qu'humain, justement. Dans l'argumentation de Sloterdijk, elle lui a servi de couveuse, ou même, je cite, d'utérus de substitution, qui lui permet de poursuivre sa maturation d'un être qui, malheureusement, est né trop tôt. C'est le concept de néothénie, alors là aussi, très discuté, mais enfin... trop tôt pour survivre dans un environnement hostile, ou simplement un environnement où il faut malheureusement se nourrir et éviter de se faire bouffer par des prédateurs. Alors l'humain du XXe siècle, il découvre que cette technique, elle peut être appliquée à lui-même et lui permettre, dans une certaine mesure, de s'émanciper de sa propre nature et de reculer les frontières de sa propre nature. Donc là, on parle de génétique, de génomique. Et cette phrase, la phrase fétiche comme ça, enfin, érigée en fétiche de Descartes, maître et possesseur de la nature, a pris une nouvelle dimension qui est celle de l'intime, et surtout elle s'est généralisée. Et là, alors, ça met tout le monde d'accord, tant les transhumanistes que les écologistes radicaux, là, tout le monde est d'accord là-dessus. L'émancipation donc que revendiquent les transhumanismes, toujours au pluriel, toujours en suivant Sloterdijk, alors là, l'indispensable complément quand même des règles pour parc humain, qui est la domestication de l'être. Heureusement, il est nuit à republier les deux textes ensemble, donc maintenant, plus d'excuses. Cette émancipation se fait de manière consciente, programmée et prise en charge. C'est la notion d'anthropotechnique, ensemble de techniques que l'homme s'applique à lui-même, qui prend une dimension programmatique. Et là, soit dit en passant, l'AFT fait régulièrement le reproche, avec raison, je pense, au transhumanisme anglo-saxon, de proposer une vision individualiste et libérale, souvent même libertarienne, de la société. Mais je reviendrai un peu là-dessus plus loin. Laurent Alexandre, fondateur de Doctissimo, patron d'une boîte qui s'appelle DNA Vision,
qui est spécialisé dans le séquençage ADN DTC, ça s'appelle Direct to Consumer, a écrit un gros bouquin l'année passée qui s'appelle La mort de la mort, comment la technomédecine va bouleverser l'humanité. C'est un livre qui a été très bien reçu, notamment par les transhumanistes français. Alors là, il est plus direct et militant que Sloterdijk, mais en gros, c'est un peu le même sujet. Il dit « La marche vers la maîtrise totale de soi et du monde ne fait que prolonger une direction que l'humanité a prise depuis longtemps. » Ça, c'est dans l'introduction, ça donne le ton. Et franchement, je vous recommande de lire ce bouquin, c'est assez intéressant à bien des égards. Et là, on voit bien le contraste aussi avec, en tout cas, beaucoup de mouvements écologistes qui prônent, au contraire, le relâchement de l'emprise de l'homme sur la nature et qui a l'urgence de laisser respirer les écosystèmes, les ressources naturelles, le climat, qui sont assaillis de sollicitations multiples. Souvenez-vous des courbes que je vous montrais tout à l'heure. Et en fait, les transhumanistes thématisent cette question de la maîtrise, en font une promotion dont, chez certains, la radicalité peut paraître caricaturale, mais dans le fond, ils expriment une chose simple que tout le monde sait, selon une des définitions de la naïveté. On peut donc essayer vraiment entendre le transhumanisme comme une réponse à l'alarme que sonne l'écologie concernant le risque de perte de contrôle sur le climat et sur la capacité d'action et de choix des sociétés humaines. David a parlé de certaines de ces réponses, dont Techno-Gaia, mais dans l'optique que j'essaie de défendre là, il s'agit encore de discours technologiquement optimistes qui ont assez peu à voir en fait avec la manière dont est thématisée l'écologie dont je parle. Bon. Dernier point, où je descends encore d'un niveau, avec cette troisième définition du naïf, qui représente bien la chose telle qu'elle est. Alors, le nerf de la guerre des anthropotechniques émergentes, de la convergence, de la génomique, de la médecine personnalisée, c'est l'informatique. En particulier la récolte, le stockage et surtout le traitement automatisé de gigantesques masses de données, c'est le big data, dont David vous a déjà mentionné. Alors là, l'industrie informatique, l'industrie des communications, etc., publie de nombreuses études sur le sujet depuis vraiment, enfin pas très longtemps, quelques années maximum, et juge les débouchés pour le moins prometteurs. Donc ça, c'est McKinsey, c'est pas tout à fait des rigolos, avec des chiffres qui donnent le vertige, c'est mai 2011, en estimant par exemple à $600 le prix d'un disque dur capable de stocker toute la musique du monde. Bon, c'est des perspectives, à gauche les chiffres d'augmentation et à droite des promesses de business, quoi. Voilà. Donc les applications envisagées touchent à de nombreux domaines, production, recherche, santé, transport, services, etc. Alors Laurent Alexandre, toujours lui, insiste beaucoup là-dessus, aussi, dans sa prospective comme ça du futur de la médecine. Lui, c'est un médecin, Laurent Alexandre. Il parle de pétascience, donc la science de millions de milliards d'octets. Alors on pourrait parler longtemps du réductionnisme que ces pratiques manifestent, mais c'est pas mon objet. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt le désir de connaissance et d'action dont témoigne ce big data. Et là, j'ai fait appel au concept d'explicitation développé par Peter Sloterdijk, encore lui, dans le troisième volet de Sphère, qui s'appelle Écume. Concept d'explicitation qui est selon lui le trait dominant de la modernité. Je cite, « L'époque que nous vivons ne renverse pas les choses, les situations, les thèmes. Elle les déroule. Elle les déploie, elle les tire vers l'avant, elle les aplatit, les place sous la contrainte de la manifestation. Elle veut tout savoir sur l'arrière-plan, le replier, sur ce qui était jusqu'alors indisponible et retiré, et sinon tout du moins suffisamment pour le rendre disponible en vue de nouvelles actions de premier plan, de déploiement, d'intervention, de reformation. » Là aussi, impossible de ne pas entendre les échos à certains aspects de la crise écologique. D'une part, la mise à disposition d'un nombre croissant de pans du réel, on ford, comme vous voyez hier soir avec Eric Valli, on ford de plus en plus profondément. Et d'autre part, les modélisations climatiques font elles aussi appel à des sets de données très imposants.
Donc, dans les deux cas, le big data est supposé donner accès à de nouveaux types de connaissances, faire voir des aspects du réel qui ne sont pas perceptibles par les sens du fait de leur dispersion, leur dimension. Alors, vous avez beaucoup d'études là-dessus sur comment faire pour percevoir, enfin la différence entre la météo et le climat. S'il fait beau dehors, vous pouvez vous rendre compte. S'il y a un réchauffement climatique, aucun accès avec vos sens. Donc, plus on récolte de données, plus la perception sera bonne et plus l'action potentiellement pourra être efficace. Ça, c'est le credo des ingénieurs de Google. More data is better data. En anglais, c'est intéressant parce que le singulier et le pluriel, c'est la même chose. Une donnée, deux données, trois données, c'est du data. Et donc, vous avez feed the data, comme on dit. Et pour que voilà, cet ensemble soit capable de rendre des diagnostics, à condition de l'interroger correctement, bien sûr, et potentiellement permettre de faire des pronostics fiables, il faut feed the data, et il faut récolter, du coup. Parce que stocker, on sait faire, interroger, bon, on se débrouille pas trop mal, ça dépend pourquoi, mais il faut récolter des données. Sinon, alors, voilà, on ne peut rien faire. Alors, est-ce que c'est un délire de transhumaniste techno-optimiste peut-être, mais pas seulement. Et là aussi, moi j'ai dégainé mon Gartner. Alors ça c'est beaucoup plus exclu parce que ça date de novembre 2011. Il y a des gens qui payent très cher pour avoir ça, mais pas moi, j'ai de la chance. Et Gartner, alors si McKinsey c'est pas des rigolos, Gartner c'est encore plus vrai. Si vous êtes dans l'industrie n'importe quoi, informatique, téléphone, etc., vous pouvez pas ne pas tenir compte de ce qu'ils disent, au moins comme un trend, c'est le terme. Après, vous pouvez dire c'est pas mes affaires, c'est pas mes priorités, c'est pas mon business, mais si Gartner dit quelque chose, bon voilà, donc il y a des milliers de personnes qui assistent à ce sommet annuel qui avait lieu à Barcelone. Et voilà, alors qu'est-ce qu'ils disent? Ils ont cette phrase qui est assez fascinante. Internet of Things leads to the Internet of Everything. Donc, l'Internet des objets, c'est quoi? C'est connecter tous les objets, les feux rouges, les caméras, les bâtiments, les routes, les chambres d'hôtel, les salles de réunion, tout ce que vous voulez, à Internet. Avec du RFID, enfin, je sais pas, peu importe. Et tous ces objets, donc, connectés, vont produire des données et qui seront stockées et centralisées, plus ou moins. Alors, on peut crier à la surveillance généralisée, on peut souligner le réductionnisme, ici aussi, de données qui doivent nécessairement être suffisamment homogènes pour être traitables, que ce soit des séquences d'ADN, des mouvements de circulation ou des données d'achat. Mais on peut aussi envisager que cette connexion généralisée met les choses et les gens en relation d'une manière qui est peut-être nouvelle. En tout cas, ça vaut la peine de se poser sérieusement la question. Alors, on pourrait citer, ça c'est un truc qui a fait rire pas mal de gens, Eric Schmidt, donc un des anciens CEO de Google, mais qui est toujours à la direction, aussi Barcelone, bizarrement, il y a quelques semaines, qui dit il y a cette idée perpétuelle que la technologie isole les gens, c'est faux. Les gens sont plus connectés que jamais avec la technologie. Ils sont connectés différemment, certes, mais connectés. Et c'est intéressant parce que Google, on en pense ce qu'on veut, c'est des gros capitalistes, ok, pas de problème. Mais en même temps, ils produisent une réflexion qui... aussi, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de savoir, encore une fois, si les gens ont tort ou raison. Enfin, ça, en tout cas, c'est pas comme ça que j'essaie de faire mon boulot là, maintenant. Mais c'est de voir qu'il y a des gens qui déploient énormément d'énergie pour aller dans une certaine direction. Et donc, c'est intéressant d'écouter ce qu'ils disent et comment ils le disent. Donc, ces discours, qui soient enthousiastes ou critiques concernant les anthropotechniques contemporaines, nous parlent de devenir plus performant, plus endurant, plus fort, plus créatif, plus beaucoup de choses. Et on nous dit soit que c'est une chance extraordinaire, soit que c'est le dernier avatar d'un individualisme exacerbé. Mais depuis longtemps, je me dis, mais quand même, être plus performant, plus endurant, plus fort, plus créatif, ça sert à quoi si on est tout seul? C'est toujours des choses qui sont transitives d'une certaine manière. Et donc, du coup, alors, on se dit, mais alors, est-ce que ces désirs d'augmentation ne nous disent pas quelque chose sur la manière dont on se relie aux autres? Que ça soit dans une compétition ou dans une collaboration, ça, c'est une autre histoire. Parce que lorsque vous avez des objets qui se mettent à parler la même langue que les humains ou les astéroïdes, via la récolte et le traitement de données, on peut se douter que ce n'est pas totalement anodin. Et vous avez
pas mal d'auteurs là, qui commencer par les littératures sur le cyborg, évidemment, Donna Haraway et compagnie, des auteurs qui commencent à mettre à jour ces questionnements, qui pointent sur ce qui pourrait être un des plus gros problèmes produits par les bouleversements contemporains, qu'on pourrait appeler un brouillage des ontologies, où l'ontologie atomiste vacille pour laisser entrevoir une ontologie relationnelle qui cesserait de présupposer des individus isolés et un grand partage entre le sujet et son objet. C'est la dernière phrase de la domestication de l'être de Sloterdijk. La pensée moderne ne réussit pas à formuler une éthique tant qu'elle continue à ne pas être au clair sur sa logique et sur son ontologie. Curieusement, faire valoir le collectif avant les intérêts individuels est aussi une des grandes difficultés auxquelles se heurte l'écologie. Vous avez des termes comme le bien commun, les générations futures, etc. Une difficulté qui entrave la prise en compte du diagnostic et qui bloque encore trop souvent l'action concertée nécessaire. Vous pouvez lire comme synthèse la première partie du livre de Dominique Bourg et Kerry Whiteside, paru à la République des idées vers une démocratie écologique. Et là aussi, on dirait que voilà, on bute sur une conception de l'humain qui n'est pas compatible avec ce qu'on essaye de faire. Et je vous rappelle qu'un des aspects les plus importants de l'utopie, c'est le fait qu'elle met l'accent sur les relations entre les hommes et cherche à en inventer et à en expérimenter de nouvelles modalités. Donc, là, j'y suis. Voilà. Dans le fond, ce que je voulais essayer de faire dans cet exposé, sur 3 niveaux, autour de la question de la naïveté, je voulais essayer de faire voir qu'on a un peu 2 grandes utopies comme ça qui se dressent, qu'on peut facilement opposer point à point. L'utopie technologique, technotopia, qui rentre en concurrence avec la dystopie écologique. 2 visions du futur alors radicalement opposées, soit il est meilleur, soit il est plus dur. L'utopie, elle est très souvent ridiculisée, elle est très souvent traitée de naïve précisément. C'est pas nouveau, hein, ça date de siècles. Mais il ne faut pas oublier non plus, j'ai envie de citer Bernadette Binceau de Vincent justement, que les utopies sont à prendre au sérieux car elles ont un rôle moteur et elles exercent une emprise sur l'histoire. Vous ne pouvez pas simplement les balayer comme ça d'un revers de la main en disant bullshit. Et ce que j'ai aussi essayé de faire voir, c'est que cette utopie et cette dystopie coexistent aussi dans un même monde, qu'on le veuille ou non, qui, de quel côté qu'on le regarde, pose de grands défis intellectuels, je crois. Donc je ne sais pas si j'ai été convaincant, mais en tout cas je vous remercie de votre attention. Il y a une question. S'il y a des questions. Oui, est-ce que vous croyez à la singularité telle que l'a prédit Kurzweil, que ce soit dans 50 ans, 100 ans ou même 1000 ans Alors, non, personnellement non, et je suis de loin pas le seul. Disons que... Alors c'est bizarre, parce que cette idée est très bizarre. Elle est promue, il y a des livres, hein, Humanité 2.0, c'est traduit en fait, c'est très difficile à trouver, mais c'est traduit en français. Et la plupart des transhumanistes français et européens, d'ailleurs les Italiens, ne croient pas non plus à la singularité. Je me souviens du président de l'AFT qui disait que c'était une idée au mieux spéculative. Par contre, alors ce terme de singularité a donné son nom justement à une sorte de summer school, université, Singularity University, et diffuse assez bien. Sur le plan marketing, apparemment, ça marche assez bien. Mais les gens qui vraiment y croient en disant, voilà, il y a un moment, il faut se préparer. Enfin, on peut pas, c'est bizarre, parce qu'on peut pas se préparer, on peut pas l'anticiper, et on sait pas ce qui vient après. Par contre, il faut tout faire pour aussi le faire advenir. C'est une sorte de prophétie autoréalisatrice qui... ouais, c'est un truc assez bizarre. Mais alors, personnellement, non, j'y crois pas du tout. C'est vraiment, c'est une rupture de... Et alors là aussi, Rémi Sussan, qui a fait un bouquin important qui s'appelle Les utopies post-humaines, il y a quelques années, montre que
il y a un fond culturel, religieux, de chrétiens américains, enfin ouest-américains, du left behind. C'est-à-dire qu'il y a des courants religieux qui considèrent qu'un jour Jésus va descendre sur terre, va prendre les siens, et c'est fini. Et la singularité, il y a quelque chose comme ça, dans les racines culturelles, un moment où ça se passe, t'es prêt, t'es pas prêt, oui, c'est ton problème. Alors, je sais pas si on parlait vraiment de la même chose, moi j'entendais ça dans le sens où les ordinateurs par exemple pourraient dépasser en complexité ce que peut faire le cerveau humain, et de là on sait pas qu'est-ce que ça va donner, mais simplement est-ce qu'on pourra atteindre ce stade où ils auront cette possibilité Ça c'est vachement intéressant parce qu'il y a, alors effectivement, l'industrie à Lausanne, donc à côté de l'université, chez le jumeau dont tout le monde est jaloux, qui s'appelle l'École Polytechnique Fédérale, il y a IBM qui conduit le projet, on s'appelle Blue Brain, HBA, Human Brain Project, c'est de modélisation informatique du cerveau. Vous avez quand même des gros trucs qui se passent, et avec des résultats. Vous avez le fameux Jeopardy Watson qui a battu l'intelligence humaine, ce jeu où il faut deviner la question avec les réponses. Il y a, sur le plan de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, apparemment il se passe des trucs. Après vous discutez avec les gens qui font ça, et vous obtenez des réponses assez contrastées. Parce que un des problèmes conceptuels de ça, c'est de s'entendre sur qu'est-ce que c'est que l'intelligence, justement. Elle est artificielle, mais c'est quoi l'intelligence? Et il semblerait que tout le monde ne soit pas d'accord dans les ingénieurs qui font ça. Et j'avais discuté avec un gars qui, malheureusement je ne sais plus comment il s'appelle, mais j'ai un blanc, il disait moi j'ai arrêté, je sais le faire, je peux vous faire une vraie intelligence artificielle, mais j'ai décroché et j'ai écrit nulle part, parce que je veux pas que ça advienne. C'est un Français. Et il disait ce qui manque à l'intelligence artificielle actuellement telle qu'elle est conceptualisée, c'est l'émotion et la mémoire des émotions. Et il disait le jour où vous arrivez à coder ça dans une machine, à prendre une expérience émotionnelle et puis un passé, etc., là vous y êtes. Et si vous y êtes, là ça se passe très mal. Et ça, c'est un petit peu une approche ascendante. On essaie de d'abord comprendre les mécanismes pour remonter, mais je pensais à un paradigme qui serait beaucoup plus simple. Ce serait peut-être qu'à un moment, on va avoir la possibilité, par exemple, de scanner intégralement le cerveau humain. Et comme on arrive déjà à simuler des phénomènes mécaniques relativement simples ou électriques, on pourrait imaginer qu'on arrive à simuler ce cerveau de manière peut-être plus rapide, et donc à partir de là, optimiser, sans même comprendre comment il marche à l'intérieur, quoi. Justement, c'est-à-dire quelles données vous allez obtenir de ça? Eh ben, apparemment, l'émotionnel sera pas captable pour l'instant dans la modélisation. Alors, là, je parle pas de comprendre, simplement d'arriver à reproduire, justement. simuler, ouais. Donc, soit pas captable, soit pas reproductible, soit pas. Donc vous pensez que l'émotionnel sera perdu dans le process? C'est ce que disent beaucoup d'informaticiens qui s'occupent de ça. Hein. Bon. Mais après, voilà, il semblerait que, faire une machine super balèze qui peut vous faire des calculs à une vitesse astronomique, ça c'est possible. C'est comme ça que fonctionne une bonne partie de la finance mondiale d'ailleurs. Mais lui faire avoir ce qui apparemment est une des grandes parties de notre intelligence à nous, naturelle si on veut, humaine, des émotions, des souvenirs, des rêves, etc. Si vraiment l'intelligence comprend ça, pour une machine c'est encore assez compliqué. Apparemment. Donc selon vous, tout ça n'est pas compris dans le cerveau, quoi. C'est ailleurs. Justement, quoi. Mais la technologie et la science n'est pas capable de mettre la main là-dessus. C'est marrant parce que quand on parle justement de conscience artificielle, de uploading, uploader sa conscience sur un support en silicium pour éventuellement soit le maintenir en vie pendant des siècles, soit le downloader ensuite dans un autre organisme, vivant ou pas vivant, peu importe. Là, je crois que c'est un des membres du CA de l'AFT qui aime bien rappeler que c'est bien, conscience artificielle, tout ça, mais sauf qu'on ne sait toujours pas où elle est, cette conscience. Donc, tant que vous n'avez pas mis la main dessus, eh ben, vous ne pouvez pas la downloader, vous ne pouvez pas l'uploader, vous ne pouvez pas la modéliser, vous pouvez pas... Mais peut-être ça arrive demain, je ne sais pas, hein, mais
C'est un peu comment, enfin moi ce que je vois, mais si d'autres ont des échos différents, ça m'intéresse, mais ce que je vois un petit peu de l'état des lieux, quoi. Ou alors sinon, pour patienter, on peut lire vachement bien comment ça s'appelle, Google Démocratie. Aussi, c'est marrant, coécrit à peu près en même temps que La mort de la mort par Laurent Alexandre et David Angevin, qui est un auteur de SF français, et qui est une sorte de roman d'anticipation sur Google en 2020. 2020, c'est bientôt. Où, alors eux, ils ont mis au point justement la première intelligence artificielle. Et puis le monde se déchire entre transhumanistes et écolos radicaux qui font des attentats. Larry Page a été assassiné par un intégriste, etc. Enfin, voilà. Franchement, c'est assez cool. Et on verra s'il a raison de 2020. C'est bientôt, c'est dans 8 ans. Donc il y avait, ouais, mais enfin Jean-Michel peut-être. On va juste en prendre une autre si ça ne vous dérange pas, et les suivantes, vous nous poserez vos questions lors de la discussion générale. Oui, la question elle va être rapide. C'est sommes-nous prêts à devenir des robots intelligents? Et une fois qu'on le sera, précisément, comment est-ce qu'on fera pour vivre ensemble, avoir de bonnes relations? Et enfin, c'est la question des émotions qui est poussée par rapport au paradigme informatique. Parce que du moment où une machine a des émotions, est-ce qu'elle sera capable, effectivement, de pouvoir les gérer, de pouvoir, par exemple, si elle a du ressentiment, de pouvoir se dire, ah ben non, finalement, il y a d'autres machines qui existent, il faudrait quand même que je sois un peu dans une relation peut-être amoureuse, si on peut se dire, ou en tout cas humaine. On en revient au terme. Bah écoute, toi, je sais pas si tu es prêt, je suis pas sûr. Moi, je sais pas non plus. Apparemment, il y a beaucoup de gens qui sont pas prêts du tout. Ça, c'est vu aussi l'hostilité que ce genre de discours produit. Et par contre, je trouve intéressant, alors que ça soit la singularité, la cryonie, ou l'uploading généralisé, ou simplement des modifications vraiment de détails, mais qui ont des implications importantes sur comment on se relie aux gens, comment on peut tomber amoureux, comment on peut apprendre, connaître, vivre ensemble, etc. Que ces modifications soient encore peu anticipables, je pense que c'est assez vrai, et je pense que pour moi, d'une certaine manière, les mouvements transhumanistes, alors là, font un boulot à ce niveau-là. Et par exemple, enfin en particulier ceux que je connais bien, c'est-à-dire les Français, l'AFT, Marinette était là aussi il n'y a pas longtemps, organisent des conférences publiques dans un esprit d'ouverture, alors totale, hein, je veux dire, et évidemment, de la part des gens qui parlent, qui s'expriment, il y a une dimension militante, mais alors après, vous pouvez arriver, tu peux arriver avec la grosse artillerie pour essayer de les démonter, bienvenue. Il n'y a pas de problème. C'est-à-dire qu'il y a, et avec une vraie ouverture. Enfin, c'est des gens que je fréquente depuis 2 ans. Surtout dans la mesure où voilà, je les ai approchés comme ça, en disant, bah moi, ces questions que vous portez, que vous posez, dont vous faites la promotion, sur comment est-ce qu'on va faire avec ces améliorations, moi, ça m'intéresse. Et ça, moi, je veux bien discuter avec vous. Et même, officiellement, j'ai adhéré à l'association en disant, pour avoir une proximité. Bon, ça a été toute une discussion avec mes directeurs de thèse, mais intéressante d'ailleurs. Mais pour vraiment faire partie un peu du truc. En disant, voilà, moi, je partage cette question générale. Après, on discute. Et j'avais déjà pu observer à ce moment-là, et ça ne s'est jamais démenti, que la discussion est vraiment d'une ouverture totale, et au plus c'est des gens très sympathiques. Donc, voilà, donc il y a ces initiatives-là. Je dis pas qu'il y a que les transhumanistes qui le font, hein, mais il y a ces initiatives comment on dit, de diffusion par des conférences, par des trucs. Ça, je me fais volontiers un petit peu comment dire, je fais volontiers un peu de pub pour ça, parce que moi, j'y suis allé plusieurs fois et c'est toujours intéressant.